Ok, bienvenue. Donc, a priori, on est sur quelque chose qui devrait être proche des dernières capsules sur les modèles, les moindres carrés. Euh, je vais juste poursuivre la discussion qui avait été amorcée dans les problèmes de lissage, avec le fait que dans certains cas, en fait, on s'intéresse à des problèmes de rupture et on veut comprendre des ruptures. Donc, les ruptures, ça arrive dans plein de cas. Ça peut arriver en particulier en assurance quand on a des changements de législation. Par exemple, si jamais on peut bénéficier d'un certain avantage si jamais on le fait dans les 8 ans qui suivent la signature d'un contrat d'assurance vie, ce genre de choses. Donc, on peut avoir des dates ou des choses qui font qu'il y a des ruptures. Okay, et on a envie de les comprendre, on a envie de les quantifier. Donc, c'est un petit peu ce que je vais vous raconter là. Je vais commencer par une mise en contexte parce qu'en fait, ce problème-là est un problème beaucoup plus général et qui permet de traiter des problèmes beaucoup plus compliqués d'un point de vue formel. C'est des problèmes de causalité. Donc, euh, je suis désolé pour cette petite digression sur la causalité, mais c'est devenu un sujet un peu incontournable maintenant dans les modèles de régression. C'est l'aspect causal et le fait qu'on veuille montrer qu'on arrive à expliquer le fait qu'une variable a vraiment une influence sur une autre. Okay, pour l'instant, je me contentais de faire une régression et de vous dire qu'il y avait une corrélation, mais en fait, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que je peux vraiment prouver que c'est cette variable-là qui va causer quelque chose. Okay, de mémoire, je dois vous présenter rapidement un petit exemple qui est celui des notes et de l'attribution des bourses et des, je ne sais plus si c'est les salaires ou quelque chose comme ça, mais on se demande est-ce que finalement les notes, en particulier quand il y a une rupture qui permet d'avoir l'obtention ou pas d'une bourse, causent une hausse de salaire. Okay, donc le fait d'avoir ces ruptures permet effectivement d'observer plein de choses et de motiver une interprétation causale, en tout cas, qui est beaucoup plus légitime que celle qu'on a où on se contente de regarder une corrélation. Je vous renvoie à la première capsule sur la notion de causalité, pardon, sur la notion de corrélation et de construction de modèles, où je faisais un peu d'épistémologie. Mais voilà, la question de causalité, elle est essentielle parce que quand on fait des modèles, on a souvent, en tout cas quand on en parle, une lecture causale qui est généralement complètement fausse, en tout cas qui n'est pas établie. D'accord ? Donc c'est un petit peu la discussion autour de ça. Les modèles causaux, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que un modèle causal, c'est se poser la question de qu'est-ce qui se serait passé si. Et qu'est-ce qui se serait passé si, ça veut dire qu'on n'a pas les données pour ça. Un exemple très simple, c'est est-ce qu'il vaut mieux que, dans le cas d'assurance maladie, est-ce qu'il vaut mieux que quelqu'un, après avoir subi une opération, reste chez elle, rentre chez elle pour se rétablir, ou au contraire reste en observation à l'hôpital pendant 15 jours dans un milieu fermé, qui potentiellement peut être aussi des fois plus dangereux, parce qu'il y a toutes les maladies nosocomiales. Donc voilà, il y a vraiment un arbitrage à faire. Donc on pourrait se dire, bah, c'est facile. Je vais prendre les données des personnes qui ont été renvoyées chez elles, je vais prendre les personnes qui sont restées à l'hôpital, puis je vais regarder est-ce qu'il y a eu une rechute, par exemple, dans les 2 ans qui suivent. Sauf que je n'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit de le faire parce qu'en fait, dans les données dont on dispose, dans la plupart des cas, les gens qui ont été autorisés à retourner chez eux, c'est généralement des personnes qui avaient une situation médicale qui était très différente de ceux qui ont été obligés de rester à l'hôpital. C'est que généralement, vous envoyez quelqu'un chez lui uniquement quand vous savez qu'il se sent bien. Donc en fait, effectivement, si je regarde les données, j'ai l'impression que les personnes qui ont été renvoyées chez elles après avoir eu une opération, bah, généralement, elles n'ont eu aucune rechute dans les 2 ans qui suivent, mais c'est peut-être justement parce qu'on pensait qu'elles n'auraient pas de rechute qu'on les a envoyées chez elles. Donc il y a un énorme problème dans ce genre de. Et encore une fois, c'est vraiment une réflexion philosophique de la construction d'un modèle. Je ne peux pas vous prouver que envoyer quelqu'un chez lui ou chez elle, c'est mieux pour sa santé ou pas. Voilà, je ne peux pas le faire essentiellement parce que je ne peux pas avoir les deux situations. Donc c'est vraiment ce petit graphique causal où j'ai des informations sur les personnes. Okay, éventuellement, je peux avoir leur âge, je peux avoir leur genre, je peux avoir leur situation familiale, je peux savoir si jamais il y a quelqu'un pour les aider chez eux, je peux avoir toutes sortes d'informations, je peux avoir leurs antécédents médicaux, et je me demande est-ce qu'ils ont été traités ou pas. Donc la grandeur importante, c'est cette histoire de traitement. Donc en l'occurrence, si jamais je me demande est-ce que le fait d'être soigné chez soi, ça a un effet, mon traitement, c'est un. Donc ça vaudra 1 si jamais on va chez soi, et 0 si on reste à l'hôpital. Okay, mais ça existe dans toutes sortes de situations. Ça existe aussi en éducation. On pourrait se dire, est-ce que le fait d'augmenter la taille des classes, ça a un impact sur les réussites scolaires ? Dans ces cas-là, il faudrait comparer des classes et se dire, je vais prendre toutes les classes des arrondissements de Montréal, je vais regarder la taille, je vais regarder combien est-ce qu'ils ont sur des résultats nationaux, mais ça ne marche pas. C'est que la taille des classes, elle peut être conditionnée par certains arrondissements. Peut-être que dans un arrondissement très riche, les classes sont plus petites ou plus grandes. Okay,
Et dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment ça que je capture, parce que la taille des classes n'est pas du tout indépendante de la richesse, qui elle-même n'est pas du tout indépendante de la réussite scolaire. Donc, c'est le fait qu'il y a une espèce de corrélation qui marche un petit peu dans tous les sens entre le fait qu'on a été traité ou pas, entre la variable Y, okay, et la variable Y, c'est quoi? Ça va être généralement alors, donc de manière générique, ça va être on appelle ça un outcome, donc ça va être une grandeur qui m'intéresse, donc ça peut être le nombre de rechutes, le nombre de fois où une personne allait se consulter chez son médecin pendant 2 ans. Okay, donc on va se dire, bah, je vais peut-être quantifier ça, donc pour voir si jamais quelqu'un s'en est bien sorti en rentrant chez elle, plutôt que de rester à l'hôpital, je vais voir, je disais, est-ce qu'il y aurait une rechute, mais avoir une rechute, c'est un peu compliqué parce qu'il faut être certain que ce soit la même maladie, puis si jamais ce n'est pas la même maladie, ça peut être une conséquence de la première, donc c'est un peu compliqué parfois à modéliser, mais je pourrais consulter le nombre de fois où il y a des visites chez le médecin après. Alors là aussi, ça peut être biaisé parce qu'on peut se dire quelqu'un qui est parti chez elle, peut-être qu'il y a un médecin ou une infirmière qui passera régulièrement pendant toute la période où la personne était chez elle, donc ça compte, ça de la triche, quoi. Donc, idéalement, j'aimerais bien c'est l'histoire du et si. Et si jamais si la même personne avait eu l'autre traitement. Okay, donc, ce qui se passe dans mes données, je vais juste insister là-dessus. Donc, formellement, il y a 2 variables qui m'intéressent. Il y a la variable avec le traitement et il y a la variable sans traitement. Sauf que le problème, c'est que vous décidez du traitement une fois pour toutes. Et donc, vous ne savez pas ce qu'aurait donné l'autre version du traitement, exactement la même personne. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un effet causal. C'est la différence qui existe entre 2 grandeurs. Une grandeur qui est obtenue avec traitement et une grandeur sans traitement. Sauf que j'ai un énorme problème, c'est que je ne peux jamais observer les deux. Voilà. Donc ça, c'est la base de la question de la causalité, qui est que je voudrais mesurer la différence entre, pour une même personne, qui a été observée, par exemple, si celle-là, elle est restée à l'hôpital suite à une opération, je me demande qu'est-ce que ça aurait donné si jamais elle était rentrée chez elle. Mais je ne pourrais jamais le savoir. Essentiellement parce qu'une personne, eh ben, ça a eu un traitement et puis c'est tout. Voilà. Donc, c'est un énorme problème parce qu'on aimerait bien pouvoir quantifier cet effet-là. Donc, il y a plein de solutions qui existent. Okay. La première, c'est de se dire, bah, si jamais l'outcome est indépendant du traitement, donc si jamais je peux effectivement faire dans ce qu'on va appeler, j'en parle parce que vous avez forcément entendu parler de ces termes-là dans le contexte actuel de la COVID et de tout ce qui est procédure de protocole de test et ce genre de choses. Okay, on a besoin de faire des tests. L'affectation à des tests, c'est-à-dire qu'on teste un médicament, puis en contrepartie, on donne un placebo à d'autres. Okay. Ce qu'il faut, c'est que le traitement soit indépendant de tout. Il faut que ce soit le fait qu'on décide de donner le placebo ou le médicament qu'on teste, il faut que ce soit indépendant de toutes sortes de choses. Et donc, en particulier, il faut que ce soit indépendant du couple que je devrais avoir, X1, X0, Y1, Y0, qui sont les 2 outcomes que je devrais avoir si jamais je pouvais comparer traitement et sans traitement. Okay. Dans ces cas-là, j'ai le droit de comparer. Si jamais effectivement je fais un traitement randomisé, dans ces cas-là, je peux mesurer cet effet de manière très très propre. Okay. Tout simplement en prenant la moyenne sur mes 2 groupes. À partir du moment où mes groupes ont été faits de manière aléatoire, je peux considérer les moyennes. C'est ce qui me bloquait tout à l'heure dans mon histoire d'hôpitaux. Et en fait, c'est généralement le cas dans toutes les bases de données. Prenez les histoires de fraude, par exemple. Les histoires de fraude pour savoir si effectivement un garage est responsable d'une fraude en assurance automobile. Le problème, c'est qu'il aurait fallu faire des détections de fraude de manière complètement au hasard. Sauf que maintenant, la fraude, elle marche essentiellement par des outils d'aide à la décision qui vont vous donner un indicateur de probabilité de fraude. Donc, vous allez aller regarder les gens qui ont fraudé, essentiellement parce que vous avez un score de prédiction de fraude qui est relativement élevé. Et dans ces cas-là, le système se mord un peu la queue, donc je perds mon interprétation. Okay. Si jamais on faisait tout de manière complètement aléatoire, on pourrait mesurer des effets. Okay. La même chose en risque de crédit. Pour savoir si jamais une banque qui décide d'octroyer des crédits à des clients, des crédits hypothécaires, pour voir si jamais le score est bon, je ne peux pas considérer uniquement les personnes à qui j'ai donné un crédit parce qu'elles ont déjà été présélectionnées. Donc il y a un énorme problème dans les données qu'on collecte, c'est qu'il y a un biais de sélection qui est partout présent, qui empêche de quantifier de manière raisonnable cet effet causal, de voir si effectivement une variable elle a une influence sur quelque chose. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaye de voir, et la question elle est très très simple ici, c'est juste est-ce qu'une variable binaire a une influence sur une variable Y continue. Donc on reste dans cette problématique des moindres carrés, c'est pour ça que j'en parle un petit peu ici. Okay, c'est juste que je me demande, est-ce que cette variable binaire, elle a vraiment un effet, ou est-ce que c'est juste une espèce de corrélation qui est là pour plein d'autres raisons que je pourrais expliquer, mais ce n'est pas vraiment un effet direct entre les deux. La seule manière de l'observer, c'est si jamais j'avais complètement raisonné de manière aléatoire pour mon traitement. Okay, je vais passer un tout petit peu sur les histoires de quantification d'effets de traitement, parce que je peux faire là aussi une régression. Okay, c'est ce qu'on observe ici. Idéalement, j'aurais bien me dire, le but n'est pas de savoir si jamais je réagis à un traitement ou pas.
c'est de me dire quelles sont les personnes qui réagissent le mieux à un traitement. Okay, si jamais on nous dit que être renvoyé chez soi après une opération, c'est bien, mais à condition d'avoir moins de 50 ans, il vaut mieux le savoir et éviter d'envoyer justement les personnes de 80 ans toutes seules chez elles. Okay, donc c'est ça qui nous intéresse plutôt, c'est de pouvoir faire une régression sur cette variable que malheureusement, je ne peux pas vraiment observer. Donc là aussi, il faut faire des hypothèses. On parle de notion de propensity score, qui est la probabilité d'avoir subi un traitement conditionnellement à nos variables explicatives. Donc ça revient à se poser la question de est-ce que j'ai renvoyé quelqu'un on va corriger en fait de l'effet qui est que c'est la probabilité d'avoir envoyé quelqu'un chez elle, sachant qu'elle était âgée, sachant qu'elle avait quelqu'un à son domicile pour l'aider, et toutes sortes de choses. Okay, donc on voit que ça, de manière un peu intuitive, en fait, cette approche aura du sens. Mais le point où je veux en arriver, c'est l'histoire de discontinuité. C'est que les discontinuités sont aussi une méthode pour quantifier un effet d'une variable sur toutes sortes de choses. Donc l'exemple que je vous ai pris, normalement vous avez l'article, qui est un exemple sur l'attribution des bourses scolaires et sur ce que vont devenir les étudiants par la suite. Et il s'avère que l'obtention d'une bourse, c'était fait de manière très très simple. Donc attribuer une bourse ou pas, c'est un traitement. Okay, est-ce que le fait de donner une bourse ou de ne pas donner une bourse a une influence sur la suite? Okay, en fait, la bourse, elle était attribuée de manière très très simple en fonction d'un score. Donc on avait le score SAT, et la règle était très simple, si jamais vous dépassez un certain niveau, qui était à l'époque aux alentours de 10, si jamais vous avez strictement plus que 10, vous obtenez la bourse, alors que si vous aviez strictement moins, vous n'aviez pas la bourse. L'idée est de se dire, et c'est pour ça que c'est l'histoire de la discontinuité, c'est de se dire, si jamais l'attribution de la bourse n'a aucun effet, et que c'est juste un effet que les personnes qui ont eu la bourse sont meilleures, dans ces cas-là, on devrait continuer à évoluer suivant la même tendance. Okay, si jamais il y avait juste un effet note et pas un effet bourse, dans ces cas-là, on pourrait supposer qu'on a quelque chose. En fait, le modèle continue, le modèle reste continu. Okay, alors, ici, je fais une hypothèse peut-être qui est trop forte. Peut-être que le modèle, il est continu, mais pas linéaire. D'accord, donc on pourrait se dire peut-être qu'il y avait quand même un effet qui serait une espèce de parabole, puis qui continuerait derrière. D'accord, donc peut-être que la grandeur qu'on essaye de mesurer, qui est en l'occurrence, je ne sais plus, c'est un pourcentage d'étudiants qui a réussi à suivre des études suivant son plan de carrière. Je ne sais pas trop ce que ça quantifie, mais on pourrait même juste prendre le salaire et se dire, est-ce qu'avoir une bourse a un impact sur un salaire futur, ou est-ce que c'est juste le fait que les étudiants qui ont une bourse sont à la base des étudiants qui étaient meilleurs? Donc on se demande, qu'est-ce que ça aurait pu donner si jamais il n'y avait pas eu cette bourse? Et ça, je peux implicitement le mettre en disant, il n'y a pas de raison pour que le lien entre ma variable d'intérêt et ma variable de score soit discontinue. Donc je vais supposer que je continue à avoir ma tendance. Okay, donc j'observe une tendance et je me dis qu'elle continue. Et tout d'un coup, on introduit une bourse. Donc la bourse me crée fondamentalement une discontinuité. Et c'est réellement ce qu'on observe ici, où effectivement, je vois que j'étais avec une différence, j'arrivais à un niveau, et le fait d'avoir une bourse, tout d'un coup, nous donne un petit saut supplémentaire. Donc effectivement, j'observe un petit quelque chose ici qui est une différence. Et cette différence, je peux l'interpréter comme étant un effet causé par l'attribution de la bourse. Okay, donc ces modèles de discontinuité sont vraiment intéressants parce que ça permet de voir, donc, en tout cas on le voit au niveau de la formalisation, de voir que une variable a un impact sur une variable d'intérêt Y. Okay, donc c'est cette notion de discontinuité. Et on a tous les outils pour pouvoir faire de l'économétrie là-dessus, faire des régressions. Comment ça va marcher? C'est très simple. En l'occurrence, ici, j'avais mon score. Alors, je l'ai renormalisé. Okay, j'ai multiplié par 10. Donc ici, j'ai mon score qui est ma variable x. Okay, donc j'ai mes xi. Et on a cette rupture. Donc dès qu'on atteint le score de 100, tout d'un coup, on passe dans la catégorie traitée. Donc on a la prime, la bourse. Okay, et juste avant, vous ne l'avez pas. Okay, maintenant, je peux regarder la variable d'intérêt y et puis me dire, je vais regarder la variable d'intérêt en fonction du score en me disant, j'ai mes observations quand les personnes n'avaient pas eu la bourse, qui est à peu près par ici. J'ai un modèle de régression qui serait plutôt par là. Si jamais il n'y avait pas eu de bourse, a priori, il n'y aurait pas de raison pour que ça s'arrête. Okay, je vais supposer que l'effet des notes sur le traitement, enfin sur comme la variable d'intérêt va être continue. Okay, sauf que si jamais je fais deux régressions séparées, on observe que je suis bien plus élevé. Okay, et donc, cette différence, ce saut que j'ai, cette discontinuité, je l'interprète exactement comme étant mon traitement, l'impact de mon traitement sur l'outcome. Okay, donc,
oui, sur cet exemple, avoir attribuer une bourse a un impact direct un- sur l'outcome futur qui peut être un salaire qu'on obtient ou ce genre de choses. Ok. Donc je me contente de regarder la différence tout simplement entre la prévision que j'avais juste à gauche et la prévision que j'ai juste à droite. Ok. Donc ça c'est assez facile et en plus on peut même faire des tests. On peut faire des tests tout simplement parce que je peux quantifier cette différence et j'ai des intervalles de confiance. Enfin voilà, j'ai absolument tout en fait sur ce modèle. D'accord. Donc l'idée c'est vraiment de traiter la partie gauche, la partie droite, de faire des modèles, d'avoir des intervalles de confiance et de se dire est-ce que faire un test tout simplement de est-ce que cette différence ça peut être égale à zéro. Voilà. Donc ça c'est des choses. Alors j'avais fait un billet de blog là-dessus il y a quelques temps. Je l'avais fait sur un exemple un peu particulier qui sont les séries télé. Je ne sais pas si vous savez, mais les séries télé sont notées. Donc il y a les notes IMDb qui sont des notes attribuées sur plusieurs séries. Et en fait, quand vous regardez et qu'on fait des régressions locales, donc sur chacune des saisons, j'estime un modèle. Par exemple, ici, on a, je ne sais pas lequel vous voulez, moi, Walking Dead. Donc, Walking Dead, on a la saison. Alors, j'ai pas les premières saisons, mais je commence à 3, 4, 5, 6, 7. OK. Puis, on a ces régressions locales ici qui apparaissent. OK. Donc, mon point est que il n'y a peut-être pas de raison pour que ce soit continu. Et en fait, si vous regardez, à chaque fois, on peut avoir l'impression quand même qu'il y a des ruptures. Donc, par exemple, ici, c'est la série Community. Community, on a l'impression qu'il y a quand même des ruptures entre chaque saison. Là, il y a des saisons pour lesquelles j'ai des ruptures au contraire à la hausse, mais assez souvent, les ruptures sont à la baisse. Okay. Donc, je peux vous montrer d'autres exemples encore plus flagrants. Ici, vous avez Peaky Blinders. Donc, Peaky Blinders, on voit qu'on est pendant toute la saison, les notes montent pour arriver. Alors, ça, c'est une stratégie de scénariste de série télé, hein, d'arriver à une fin de saison qui soit un peu l'apothéose. Et quand on reprend la saison d'après, on est tous déçus. Donc vous avez à chaque fois des ruptures, alors pas tout le temps, ici manifestement on était haut et on reste haut, okay, mais assez souvent on a quand même des ruptures vers le bas. Okay. The Wire, c'était la même chose, où toutes les saisons on augmente puis on est déçu à la saison d'après quand elle recommence. Homeland c'est un peu pareil, on a toujours cette montée puis une rupture. Okay. Game of Thrones encore plus, okay, donc on est croissant jusqu'à décroître avec le début des nouvelles saisons. Okay. Donc tout ça, ça peut se tester de manière assez simple. Hein. Je vais vous montrer sur le graphe d'Apply. Donc je vous ai montré les codes pour récupérer ces données. Donc je l'avais fait, je crois, sur Game of Thrones et je me demandais est-ce que la rupture que j'ai entre la saison 1, la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, est-ce qu'il est vraiment significatif? Est-ce que cette baisse de quasiment 1 point sur 10, elle est significative? Donc ça peut se faire. Et pour info, il y a un package qui fait ça, où on a une fonction de regression discontinuity. Donc on a RD estimate qui me permet effectivement d'avoir le graphe de droite où je peux soit faire des graphes, soit faire des régressions linéaires. Donc ce que je faisais à la main, où je faisais mes deux régressions linéaires. Désolé, j'écris avec la mauvaise couleur. Où j'avais ma régression linéaire à gauche, ma régression linéaire à droite, et je quantifie cette différence. Okay. Donc c'est ce qu'on observe ici. Donc ici, j'ai les mêmes deux courbes, mais construites par la fonction RD estimate. Et lui me fait plutôt de la régression polynomiale. Donc on obtient les deux régressions polynomiales qui sont cachées juste derrière. Donc on a cette courbe qui était ici, et puis ici une autre, avec les intervalles de confiance qui sont approximativement là et là. Okay, donc on voit que la différence, elle n'est pas raisonnable. Donc manifestement, il y a une rupture entre la fin de la saison et le début de la nouvelle qu'on peut observer sur plein de séries. Okay, donc ces notions de discontinuité sont hyper intéressantes dans plein de domaines, pas juste pour regarder des séries télé, mais on peut les appliquer à plein de choses. Et c'est relativement facile à mettre en œuvre parce que c'est juste se demander, est-ce que si jamais je mets un coefficient ici qui apparaît, donc je vous le mets ici, hein, c'est juste, je vous fais ma régression. Donc comment je fais ma régression? Je mets le rating de ma série, ma variable Y. Ici, je mets comme variable explicative l'épisode. Okay, et je mets ici une variable qui est tout simplement la valeur positive. Donc je lui dis, est-ce que l'épisode, alors en l'occurrence c'est moins, il y avait 9 épisodes, okay, moins 9 plus, donc je vais rajouter cette variable-là comme variable. Donc ça va, si je fais ça, je récupère une spline, okay, sauf que j'autorise à avoir une indicatrice qui serait l'indicatrice de on a changé de saison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, avec ma spline, j'aurai ici un modèle, puis après je serai continu. Ici, j'autorise à avoir quelque chose avec en plus une discontinuité. Et c'est exactement cette grandeur-là que je quantifie. C'est la variable qui est associée le paramètre qui va être associé à cette variable. Okay, donc j'ai juste besoin de mettre une indicatrice du fait qu'on est sur la seconde saison. Okay, essentiellement parce que la première va être capturée par la constante, l'intercept. Okay,
Donc cette nouvelle constante va me permettre d'avoir une rupture entre les deux saisons et c'est ça que je veux quantifier. Ok. Donc j'ai mes deux pentes qui viennent de mon bêta 1 et ici j'ai mon bêta 1 plus mon bêta 2. Et puis tout d'un coup j'ai mon coefficient bêta 3. Mon bêta 3 va être très exactement le coefficient qui se trouve là. Et donc c'est juste un test de student pour savoir est-ce que ce coefficient-là est significatif. Donc en fait c'est très facile de mettre en œuvre des procédures de test. Alors on peut faire ça de manière un peu plus jolie en ayant des choses qui ne sont pas linéaires. Le non linéaire, il faut faire un petit peu attention quand même. C'est qu'éventuellement ça peut surjouer les effets de bord. Okay. Mais en tout cas avec ces deux modèles linéaires, on peut avoir des procédures de test très simples. Et je crois que c'est ce que j'avais fait sur les séries télé. Donc j'avais dû prendre une cinquantaine de séries télé, puis j'avais observé qu'effectivement, en tout cas, il y a beaucoup plus de cas où j'ai une baisse qu'une hausse. Okay. Donc c'est généralement une saison qui finit bien, puis comme la saison suivante qui commence mal, plutôt que l'inverse, une saison qui finit mal et qui rebondit de manière extraordinaire à la saison d'après. Cet effet-là est relativement rare d'avoir une variable positive. Okay. Je m'arrête là pour les discussions sur les discontinuités, mais c'est un problème qui est essentiel dès lors que vous voulez faire de l'inférence causale. Donc je le dis pour ceux qui veulent poursuivre après la maîtrise sur différents cours, on a des cours d'inférence causale. L'idée de l'inférence causale, ça va être lié à ce genre de problème, le fait que j'arrive pas à quantifier l'impact réel d'un effet. Essentiellement pour cette raison profonde qui est que je ne peux pas observer les deux cas, qui serait qu'est-ce qui se serait passé si et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Okay, il n'y en a toujours qu'un seul que j'obtiens, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais le si, le conditionnel, il n'existe pas. D'accord. Je ne l'ai pas dans mes données. OK. Donc je m'arrête là et puis je vous laisse regarder les autres capsules s'il en reste. À bientôt.